Bonjour, vidéo numéro 36 sur les étalons. Voilà. Les étalons. Alors on a vu dans la vidéo numéro 9 la balance des blancs, la colorimétrie, la calibration des écrans et des imprimantes et des choses comme ça. Voilà. Et nous allons aborder ici les quelques étalons que je connais. Que j'utilise pour certains, que j'ai pour d'autres, et vous expliquer le comment, du pourquoi. Parce que le but de ces étalons est bien sûr de pouvoir se raccrocher à quelque chose quand tout part à volo et qu'on a des soucis. Voilà. Donc, comme je vous l'avais dit, j'ai eu beaucoup de soucis de colorimétrie avec le Leica M8 au début. Essentiellement à cause de crétins sur certains forums qui n'ont pas d'écran calibré, qui regardent les photos avec des lunettes de soleil ou qui supportent pas que vous fassiez des photos mieux qu'eux, voilà. Donc voilà, donc sur Sumilux, il y a une palanquée de gens imbus de leur personne qui pensent qu'ils sont des artistes accomplis et qui vous disent ta photo elle est trop jaune. Bah oui, mais t'as vu la maison, mon gars, avant de dire qu'elle est trop jaune, tu la connais la maison, si elle est jaune, c'est comme ça, voilà. Bon, voilà. Dire ah là, ton herbe, ça va pas, elle est jaune. Ah oui, mais t'as vu la photo, elle a été prise au mois d'août, après 3 semaines de sécheresse, c'est peut-être normal que l'herbe soit jaune. Ah, voilà, bon, bref. J'ai eu que des remarques comme ça sur ce forum. Avec des crétins qui ont fini à 90% par être bannis du forum, parce que tant qu'ils s'attaquaient au bleu bit, ça va, c'est passé, et puis il y a un moment donné, ils sont attaqués à la star du forum, et là tout d'un coup, ça n'allait plus, ils ont été virés. Enfin bon, bref. Ce préambule étant fini, donc la photo étant un mode d'enregistrement, forcément, il y a des étalons. Donc on en a parlé plusieurs fois et je vous l'ai montré plusieurs fois, et donc je vais vous ressortir une fois de plus mon fameux Green-Note à 18%, parce qu'il est possible que vous arriviez sur cette vidéo par imprudence et par hasard, et à l'insu de votre plein gré, et des choses comme ça, et voilà. Et donc, et vous ayez tombé parce que vous faisiez une recherche sur un des mots-clés, et que, ben voilà, vous êtes tombé sur le truc. Donc, le Green-Neutre, sa petite histoire, voilà, ça a été, c'est un étalon constaté. C'est un étalon constaté. C'est-à-dire qu'au début du siècle dernier, Kodak qui avait une activité de laboratoire pour faire tirer les photos. Donc les gens achetaient des pellicules Kodak, les renvoyaient chez Kodak pour les faire développer par Kodak, qui renvoyait choses comme ça, qui renvoyait au consommateur final ces tirages. Voilà. Et donc ils ont lancé une campagne où grosso modo chaque vue était tirée en double. Et puis ils ont mesuré comme ça des milliers et des milliers et des milliers de photos. Et des photos qui semblaient bien exposées. Alors on est à l'époque du noir et blanc, il n'y a pas de couleur, choses comme ça. Donc grosso modo, ce qui ressemblait à un paysage de neige, la neige était bien exposée, était bien rendue, était bien sur le tirage papier, pas sur le négatif on s'en fout. Était bien exposé, bien tiré, choses comme ça. Les sapins semblaient raisonnablement sombres, le ciel raisonnablement gris, correspondant à un ciel bleu, choses comme ça. La photographe d'un blanc semblait raisonnablement blanche, et la photographe d'un noir semblait raisonnablement noire, et ainsi de suite. Voilà. Donc ils ont mesuré le coefficient de réflexion de toutes ces photos-là, et ils ont fait une moyenne. Voilà. Et donc grosso modo, on tombe sur le gris neutre, enfin grosso modo, et donc ils ont dit, voilà, le gris neutre est à 18%.
Voilà. Et donc voici un green note à 18%. Alors le green note à 18%, là je le fais briller sur la lumière du ciel, mais si je l'oriente pour vous par rapport à l'éclairement que je reçois moi, voilà, ça s'utilise comme ça. Donc vous faites le portrait de quelqu'un, vous mettez le green note comme ça, vous faites une photo, clac, et puis après vous le rangez, vous faites la photo sans un green note, et vous allez pouvoir avec votre pipette venir et dire ça c'est un green note, et voilà, et tu mets ça dans un green note. Alors ça va servir à deux choses, ça va servir à caler l'exposition par exemple, et puis ça va servir éventuellement à faire la balance des blancs. Alors le green note avait derrière une face blanche, qui servait, elle aussi, à faire la balance des blancs spécifiquement, parce que des fois, il n'y a pas assez de lumière pour faire la balance des blancs sur un green note, et voilà. Donc, c'est Kodak qui vend ça, hein, Kodak Grayscale, chose comme ça, et donc là, on avait deux 8-10 pouces Grayscale, et puis une 4-5 pouces offerte gracieusement, qui servait pour les voyages, pour être toujours dans le sac photo ou choses comme ça. Bon, c'est plutôt quelque chose de laboratoire, c'est plutôt quelque chose de studio, hein, on est d'accord, parce que d'abord ça se vend très cher, et puis c'est quelque chose de fragile, et puis c'est quelque chose de périssable, hein, c'est du carton, choses comme ça, voilà. Donc c'est ce green note, il va servir essentiellement pour tout ce qui est mesure d'exposition, voilà, et dans une certaine mesure balance des blancs quand on a que l'outil pipette sur un point, et donc du coup ça permet de faire la balance des blancs sur un point. Voilà. Alors je tourne mes pages pour vérifier que je ne perds pas que je n'oublie rien. C'est d'autant plus inutile que en fait cet épisode n'est pas écrit. Bon, enfin bref, on continue. Et donc le green note va vous permettre de faire aussi une mesure de lumière incidente avec un posemètre à lumière réfléchie. Parce que vous l'orientez comme je l'ai fait, c'est-à-dire vous l'orientez perpendiculaire à l'axe optique, et donc il reçoit la lumière qui tombe dessus. Alors il faut que bien sûr ça reçoive la même lumière. Donc au pire, si vous faites des effets de lumière avec des raies de lumière, des choses comme ça, il faut le mettre dans la raie de lumière. Donc si déjà vous avez votre sujet, tu dis tiens, tu vas te repoudrer le nez, puis vous mettez ça et vous faites votre mesure. Le cobaye tient le green note, et puis vous dites avance, recule, voilà, ça prend le raie de lumière, c'est bon, je fais ma mesure, et puis voilà. Donc ça peut vous aider à sortir de problèmes d'exposition délicats, et donc du coup ça peut être sympa, et puis ça peut être sympa à utiliser, voilà. Mais il faut savoir que ça existe. Si un jour vous galérez pour faire ce certain type de photos, c'est comme tout. Les jours où vous apercevez que vous en avez besoin, que vous ne l'avez pas, que vous allez attendre 15 jours, 3 semaines que ça arrive, parce que vous allez trouver ça sur Amazon, sur eBay, ou choses comme ça. Alors, il y a des fabricants qui s'amusent à en fabriquer, et puis il y a Kodak qui en fabrique des vrais, quoi, grosso modo. Donc, parce que il y a une entreprise qui s'appelle Squadra, par exemple, qui fait des étalons, des choses comme ça. Donc là, je vais vous en présenter le suivant. Donc on a vu le green note à 18%. Alors, si on veut traiter mieux ce problème de couleur, on va pouvoir éventuellement utiliser ce qu'on appelle le color shaker. Alors, le color shaker, c'est une trademark, hein. Donc, si vous tapez color shaker, normalement, ça vous envoie sur Macbeth, qui l'a fabriqué. Macbeth comme Lady Macbeth, machin chose, sauf que Shakespeare n'y est pour rien. Et Macbeth a été racheté par Cretag, donc c'est devenu Cretag Macbeth, et Cretag a été racheté par X-Rite, et maintenant ça s'appelle X-Rite, voilà. Mais Color Shaker a été inventé par une entreprise qui s'appelait Macbeth et qui maintenant s'appelle X-Rite.
Voilà. Donc vous devez tomber chez X-Rite. Et le color shaker existe en différentes tailles, en différentes formes, des choses comme ça, et en différents nombres de patchs. Donc je vous en ai amené un. Donc là j'ai le color shaker Passport. Hein, bon, c'est gravé noir sur fond noir, donc je ne vais pas vous le montrer, sauf si je réussis à le faire briller dans le relais de lumière. Tout a vu, Coco, je fais de l'éclairage, comme ça. Donc ça s'appelle le color shaker Passport. Voilà, donc c'est une petite saloperie en plastique. Qui est correctement fabriqué. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces étalons, comme je l'ai dit, ils sont périssables, tous. Hein, donc c'est du consommable. Donc même si ça se vend cher, vous ne le transmettrez pas à vos petits-enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, du moins, vous ne le transmettrez pas à vos petits-enfants pour qu'ils fassent encore de l'étalonnage. Vous transmettrez à vos petits-enfants pour qu'ils s'amusent avec, ou parce que, ah non, attends, tu vois le numérique, on photographie avec ça, parce que, voilà, il fallait ça. Voilà. Et donc, le color shaker, donc ça se présente, celui-là se présente dans un petit livret en plastique, semi-rigide, des choses comme ça. Et donc il y a 1, 2, 3, 4 pages. Et 3 et 4 pages. Et donc là c'est le passeport. Donc derrière, de ce côté-là, alors là on a une étiquette où on marque la date d'achat, la date de truc, et choses comme ça, patin couffin, et la date de first use, parce que tu comprends. Donc ils disent que ça doit être grosso modo utilisé pendant 2 ans, et après vous êtes gentil, vous en rachetez un autre. Hein. Bon, d'accord. Voilà. Donc là on a un blanc, parce que là on a une face blanc unie, voilà, qui peut servir pour faire la balance des blancs. Voilà. C'est pour ça que je laisse délicatement comme ça, parce que je m'en servirai pour faire la balance des blancs après. Voilà. Donc là je suis dans l'ombre. Là, je vais me mettre dans l'ombre où je suis, voilà, tac, tac, tac. Enfin, je dis ça, je ne sais pas pourquoi je fais ça, parce que je crois que l'outil que j'utilise pour faire le montage n'a pas de pipette, alors donc ça sert un peu à rien. C'est Macintosh, hein. Bon, bref. Et après, sur les 2 autres pages, on a en haut le color shaker en lui-même. Donc c'est la color shaker, donc c'est celui, alors je vais dire, c'est celui qui est dans le triangle dans le carré d'autofocus, mais c'est celui du haut, ça c'est le color shaker, voilà, avec ces patchs noir et blanc en haut, et puis ces 3 lignes de patchs de couleur. Et puis en dessous, donc je remonte, ça c'est une mire qu'ils ont inventée pour les portraitistes qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Voilà. Donc on retrouve une mire, un dégradé de noir et blanc avec les noirs et avec les basses lumières et les hautes lumières sur cette ligne-là, et puis des couleurs là qui servent à pas grand-chose, et puis ces 10 patchs sur les lignes de milieu, où grosso modo vous venez avec l'outil pipette là, et comme les patchs ne sont pas neutres, parce qu'il y en a qui vont vers du plus chaud, enfin comme les patchs ne sont pas neutres, quand vous cliquez en disant ils sont neutres, et que le logiciel va faire la neutralité de ces patchs là, en fait il va induire une erreur qui va rendre la lumière plus chaude, plus froide, et voilà. Et donc il y a pour les visages plus chaud, plus froid, et puis il y a pour les paysages plus chaud, plus froid. Voilà, suivant qu'on fait du paysage. Alors, je vais essayer de vous le montrer, mais si on l'éclaire en incidence rasante, je vais essayer de l'éclairer en incidence rasante, ça va pas être évident. Voilà. Si on l'éclaire en incidence rasante, on voit bien qu'il y a un relief sur les patchs, là, sur les patchs, parce qu'en fait, c'est un cadre. Alors, je ne vais pas le bousiller pour vous montrer comment c'est fait, hein, parce qu'il n'a pas encore 2 ans. C'est un masque qui est devant des patchs individuels. Hein. Donc il y a quelqu'un qui colle les patchs individuellement. Donc bien sûr, si vous mettez les doigts dessus, c'est foutu, et ainsi de suite. Donc il faut manipuler ça avec précaution. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que je vais le refermer tout de suite pour le protéger. Donc le principe de l'usage de cet étalon-là, c'est on va faire une photo de cet étalon-là, et soit on va se servir de la pipette, et bien dans ce cas-là, on fait que du monopoint, en disant tac, je veux que cette zone-là soit rendue neutre, donc ça peut être
un patch du noir au blanc, ou ça peut être les petits patchs pour le portrait, où on vous dit je veux que ce soit plus chaud, un petit peu plus chaud, et donc je clique là-dessus, et pouf, et voilà. Soit on va utiliser un programme qui est livré avec ça, ou qui s'appelle DNG Profil, un truc comme ça. Donc ça, du coup, ça marche qu'avec les DNG, ou choses comme ça. Donc ou Profil Maker, ou choses comme ça, qui lui est payant, je crois. Et donc du coup, charte de gris. Putain, j'ai payé ça 25 euros. Non, 25 francs. Bon, enfin bref. Et donc du coup, un logiciel qui va voir, enfin vous allez dire que vous avez utilisé un color shaker, donc c'est Trademark. Alors color shaker par exemple, c'est tellement Trademark que vous voyez, ça existe en format plus grand. Voilà, donc ça c'est un color shaker Squadra, donc ils ont dit bah, si on va faire des color shakers, et donc alors il est en dur, celui-là, c'est une impression sur du polystyrène choc. Voilà, donc c'est un peu plus résistant. Alors je ne sais pas, je vais essayer de vous faire voir, c'est parfaitement mat. Hein, voilà, c'est parfaitement mat. Là, c'est une impression. Et au dos, voilà, au dos, vas-y Coco. Voilà. Au dos, on a un texte, un tableau, qui va définir pour chaque case les valeurs LAB, RGB 98, Profoto et sRGB. Voilà. Correspondance des plages de couleurs dans les espaces LAB, RGB 98, Profoto et sRGB. Voilà. Parce que ces étalons-là n'ont de valeur que si on a la valeur d'étalonnage. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde ne peut pas avoir un mètre étalon à Sèvres. On est d'accord, de Sèvres, voilà. Il n'y aurait pas assez de platine sur Terre pour que chacun ait un mètre étalon chez soi. Donc ce que l'on va vous donner, ce que l'on va vous vendre, c'est un étalon secondaire, c'est-à-dire qu'on vous vend quelque chose, mais qui a été mesuré dans des conditions de laboratoire correctes, et on va vous dire, bah voilà, ce noir-là, il n'est pas exactement à 5,55, il est à 5, 4 et 3,75 par exemple, parce que la peinture que l'on a, elle n'est pas forcément neutre, mais si tu sais que c'est exactement telle et telle et telle valeur, et ben du coup, toi tu peux rentrer dans ta table LUT, LUT, alors c'est lookup table ou un truc comme ça, ça veut dire clé de table de rebouclage. Voilà. Voilà, donc mon noir là, il est en. Alors que je fasse pas de bêtises, oui, c'est logique. Mon noir là, il est en. Il est à. Oui, vous voyez, en RGB 98, il est à 47, 45, 43. En sRGB, il est à 44, 41, 39. Donc en fait, il n'est pas neutre. Il est pas neutre. Mais je sais les valeurs que j'ai. Voilà. Donc ça c'est gentil, c'est une bonne chose. Mais moi, quand je clique avec la pipette, comment est-ce que je lui dis que le gris neutre que j'ai cliqué, il n'est pas neutre et qu'il ne faut pas le régler sur telle et telle valeur, il faut le faire autrement. Voilà. Donc ça demande une connaissance informatique, une connaissance de comment ça se passe dans la chaîne graphique, ce qu'on appelle la chaîne graphique, pour savoir exactement comment utiliser un color shaker qui n'est pas de chez X-Rite. Parce que celui de chez X-Rite, il est livré avec un fichier, qui est codé comme il faut, et puis vous dites, voilà, vous avez photographié tel étalon, clac, clac, et pouf, et ça vous sort le profil. Alors, le color shaker que je vous ai présenté, les color shakers que je vous ai présentés, ils ont 24 patchs. C'est-à-dire qu'ils font la mesure sur 24 points.
Et ça veut dire qu'après avoir mouliné le fichier photo sur lequel on a photographié le bazar, il va vous sortir quelque chose qui va déformer votre espace colorimétrique suivant 24 points, pour essayer de recentrer 24 points sur d'un espace à un autre. Alors donc on a vu, on a 8 points, non excusez-moi, je suis fatigué là, je suis en train de m'apercevoir, c'est même pas une 24 celle-là. 4 x 7, 28 points, et donc celle-là c'est une 28 points, et il est où mon color shaker? Voilà, il est là, dans le color shaker. Oui, donc c'est même pas un vrai color shaker. Là, on règle des trucs, et celui-là, voilà, on est en 6 x 4, 24 points, oui, donc là on a 24 points, donc on a 6 points neutres du blanc au noir, donc qui sont à la croisée des axes rouge, vert et bleu, et puis alors on ne les voit pas comme ça, mais en fait il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 4 bleus, il y a alors rouge, vert, bleu, jaune, magenta, cyan en couleur pure, là sur la deuxième ligne, rouge, vert, bleu, jaune, magenta, cyan en couleur pure, et puis après on a des couleurs, des marrons, des beiges, des verts clairs, des choses comme ça qui sont... alors je vais essayer voilà, de l'orienter pour qu'on voit. Donc c'est celui du haut qui est intéressant. Hein. Celui du bas, c'est pour les portraitistes. Je n'ai aucun a priori négatif pour les portraitistes. Que ce soit clair entre vous et moi. Moi, pour faire du portrait, il faut un modèle. Voilà. Et moi, je me vois mal aborder quelqu'un dans la rue en disant « Mademoiselle, j'aimerais bien vous photographier nu sur un pneu de tracteur. » Bon, je ne peux pas le faire, ça. Ça, j'ai du mal. Bon, enfin bref. Et donc, voilà, on a des couleurs, parfaitement neutres. Du blanc au noir, normalement, c'est parfaitement neutre. On a les couleurs pures, rouge, vert, bleu, vert, rouge, jaune, magenta, cyan. Après, on a deux lignes avec des couleurs mélangées, qui sont des couleurs assez difficiles à reproduire. Excusez-moi, je reviens. Qui sont des couleurs assez difficiles à reproduire, comme il y a des cyans, il y a des turquoises, il y a des marrons. Le marron, c'est très difficile. Si vous vous souvenez de vos cours de peinture, quand on avait juste trois bâtons de gouache, là, et qu'il fallait faire du marron, c'était l'horreur. Bon. On referme ça. Voilà. Donc mon Squadra, c'est même pas un color shaker. Donc du coup, je ne peux pas. C'est bien ce qui m'avait semblé. C'est pour ça que je m'en suis jamais servi. C'est parce qu'en fait, je peux pas m'en servir avec les logiciels de X-Rite. Et donc, du coup, le color shaker, c'est un trademark, et le color shaker, normalement, c'est le 24 patch. Mais Macbeth, X-Rite, maintenant, fait des chartes de couleurs avec beaucoup plus de patchs. Plus vous avez de patchs de couleurs différentes, plus vous allez déformer votre espace colorimétrique enregistré pour le faire matcher exactement sur l'espace colorimétrique final. Voilà. Et donc, il y a des étalons à 96 patchs et je crois 128 patchs. Voilà. Voilà. La mire IT8. Alors, la mire IT8 est une autre mire qui est une mire un autre standard, une autre forme de mire. Alors là, sincèrement, je ne sais pas qui l'a inventé, qui l'a fait, choses comme ça. Je crois que c'est Kodak, mais je ne suis pas sûr. Enfin bon, toujours est-il que Monsieur Kodak vend des mires IT8. Alors je suis en train de regarder parce que j'ai retrouvé ma mire IT8. Alors j'ai quand même payé ça $56, shipping en 70$. 70$ et j'ai acheté ça, je regarde le truc, s'il y a la date quelque part, en 2008. En 2008.
Voilà, pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça coûte et choses comme ça. Donc c'est très joli livré, voilà. Donc ça c'est l'enveloppe d'emballage du vendeur, hein, je pense. Scatopenen, ça doit être le vendeur. Alors, je vous vends pas le truc, mais c'est pour vous expliquer que voilà, c'est pour vous expliquer que non, c'est pas. Donc ça doit être du distributeur, chose comme ça. Donc on sort le bousin, et on fait gaffe qu'on n'a pas mis les doigts, et là, tout d'un coup, on se dit, tiens, c'est pas un bout de plastique. Alors, on a dans la pochette, un CD-ROM. Alors, c'était une Miri T8 pour un scanner Heidelberg, hein, d'accord. Parce que la Miri T8 est plutôt axée scanner, alors que la Mir Color Shaker est plutôt axée prise de vue. Voilà. Et on a la disquette, voilà, avec marqué Color Data, machin chose, et je ne voudrais pas dire de bêtises, normalement, elle est au numéro de la Mir IT8, si tant est qu'elle soit numérotée. Donc on a ça. Après ça, on a le mode d'emploi, hein, donc c'est une Q60 Input Target, voilà. C'est en fait Q60, alors Q60 c'est le nom de chez Kodak à tous les coups, et IT8 c'est le numéro du standard, ou ainsi de suite. Et donc c'est un truc de scanner, voilà, on a encore un papier, c'est magnifique. On a une enveloppe, alors normalement une enveloppe en carton qu'on déchire, hein, forcément pour un truc à ce prix-là, parce que $60, c'est pas cher. C'est pas cher par rapport au prix du neuf, hein, parce que c'est des trucs d'occasion et ainsi de suite, voilà. Et donc on va trouver, donc moi j'ai ouvert proprement mon bazar, et donc on va trouver dedans la Mir sous forme de transparent, voilà. Donc on a la Mir, alors je fais attention de ne pas mettre les doigts dessus et choses comme ça, mais c'est en fait c'est un plan film, et voilà, et si je passe de la lumière derrière pour que ça passe, voilà. Et donc là on a tout un jeu de patch. Alors ça c'est la Mir, donc c'est la Q60E1 Target machin chose, qui est sous-titrée IT8 71 1993. Donc 1993 c'est le standard. Voilà, parce que c'est quand même des choses, et elle a été fabriquée en 2000. Voilà, fabriquée en 2000. Alors bon, comme tous les étalons lumineux, moins vous les soumettez à la lumière, plus ils durent longtemps. Voilà. Donc on a sur notre Mir un joli excusez-moi, hop, voilà, si c'est net, c'est mieux, voilà. Donc on a un joli portrait de femme, et puis on a des dégradés de couleurs, et ainsi de suite, voilà. Mais ces dégradés de couleurs, ce n'est pas n'importe quoi, ce sont des dégradés de couleurs connus, qui sont connus à l'exposition, et qui sont connus comme ça, et puis généreusement, donc c'est toujours emballé dans une... alors excusez-moi, comme ça, donc Kodak Input Target, machin chose encore, et donc c'est toujours emballé dans un double plastique, hein, voilà, dans un double plastique, ce qui permet de le manipuler sans le protéger, et donc on a un tirage papier, cette fois-ci, sur support opaque, hein, un tirage papier, et donc c'est aussi une Miri T8, alors celle-là a été faite en 1999 au mois de décembre. Voilà. Donc c'est une Q60R1 et c'est une IT8.7/2 93, donc ça correspond à la norme, et choses comme ça. Et donc je ne sais pas si on le voit au truc, mais il y a comme sur les parties d'échecs, enfin bon, c'est marqué 1, 2, 3, 4, 5, donc les colonnes sont numérotées, et puis les lettres A, B, C, D, les lignes sont numérotées, et donc dans le fichier qui est joint, en fait, on va avoir les mesures de ces Mirs-là spécifiquement, normalement, qui sont données, et puis voilà, quoi. Donc du coup, ça permet de faire donc une table lutte de manière valable, voilà.
Alors, mon but n'est pas d'entrer dans la... Le but n'est pas de faire un cours de colorimétrie, de calibration colorimétrique. Mon but est de vous expliquer pour l'instant qu'il y a des étalons et que ces étalons, on peut les acheter, on peut les trouver. Si on en a besoin, il faut les acheter parce que ça ne se fait pas tout seul. Et donc du coup, si vous avez un scanner qui vous sort des couleurs dégueulasses, ben, il y a un moment donné, il faut le recalibrer. Voilà. Donc, de même, donc je range mon bazar parce que bon, c'est un bout de plastique avec des plages de couleurs et voilà. Mais ce qui est important de se souvenir dans cette magnifique démonstration, c'est que c'est fourni avec des supports informatiques dans lesquels on a les valeurs mesurées. D'accord? Et la Squadra, là, la color mixte, alors la color mixte de Squadra, derrière, au dos, il y a un fichier, il y a une impression avec les valeurs mesurées. Et c'est normalement les valeurs de celles-ci qui sont dessus. Enfin, du moins, c'est ce qu'ils disaient sur leur site, choses comme ça. Je n'ai pas vérifié avant de venir pour vérifier qu'ils fabriquaient toujours, si Squadra existait toujours ou pas. Moi, à partir du moment où j'ai acheté mon bousin, que je m'en sers et que je suis content du résultat, je ne cherche plus à suivre les nouveautés, les trucs comme ça. Voilà, j'ai quelque chose qui fonctionne, qui me plaît, et puis voilà quoi. Les Miri T8, on peut trouver des Miri T8 spécifiquement pour... Alors, on pouvait autrefois trouver les Miri T8 spécifiquement pour le film que vous vouliez scanner. Donc, par exemple, si vous voulez scanner du Fujifilm Velvia, eh bien, vous achetiez la Miri T8 faite avec du Fujifilm par un laboratoire qui vous la mesurait avec des densitomètres calibrés et qui vous envoyait donc un bout de Velvia sur lequel il y avait le sujet étalon photographié avec les mires, avec les pages de couleurs, et qui vous disait telle valeur vous deviez trouver. Et donc du coup, vous pouviez faire votre profil d'acquisition pour la Velvia 50, parce que vous aviez acheté la Miri T8 de la Velvia 50. Et à l'époque où on commençait à scanner les photos et les choses comme ça, il y a des gens qui sont devenus fous, qui sont cassés les dents, qui sont avec des problèmes de scanner qui ne réussissaient pas à étalonner, tout simplement parce qu'ils n'achetaient pas ces étalons-là. Voilà, donc ils étaient complètement dans le flou. Parce que ce qu'il faut comprendre, et c'est pour ça que je fais quand même une vidéo spécifique sur les étalons, le but c'est pas de vous vendre des bouts de carton, de toute façon moi j'ai rien à vendre. Je ne vends rien, comme ça. Pour l'instant, les vidéos que vous voyez ne sont pas monétisées. Alors je pense que j'ai fait une erreur là-dessus. J'ai fait une erreur, non pas pour gagner de l'argent, parce que on gagne que dalle, mais du coup, YouTube ne gagne pas d'argent sur mes vidéos, puisque je n'ai pas coché la monétisation, donc il n'y a pas de pub normalement. Et donc du coup, voilà. Donc ils ne proposent pas. Pour l'instant, ils ne proposent pas. Voilà, ça fait... Parce qu'on m'a dit, oui, enfin on dit toujours, oui, les vidéos sur YouTube, tu verras, il faut attendre d'avoir du contenu pour tout comme ça. Là, je suis à la vidéo numéro 36. 36, et voilà, et ça décolle toujours pas, et des choses comme ça. Ça doit être trop chiant, je sais pas trop quoi. Je vais passer le con. Enfin bon. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les étalons sont parfois la seule solution pour se dépatouiller d'un problème. Voilà. Parce que soit votre truc ça fonctionne bien dès le départ et vous dites bah, je comprends pas, ça fonctionne bien, les automatismes fonctionnent bien, le scanner fait bien papa maman avec le logiciel qui fait bien papa maman avec l'ordinateur, j'ai pas de soucis, je vois pas de quoi il parle, comme ça. Et puis des fois, non, ça va pas du tout, parce que vous avez un truc qui est installé, que vous aviez installé avant, dont vous ne servez plus, mais qui a mis un petit bout de fichier à un endroit et qui fait que il est prédominant à l'installation sur autre chose. Bah, par exemple, c'est typiquement le cas quand vous installez
Adobe, la série Adobe CS2, ce que je vous engage à faire, parce que c'est un Photoshop complet, gratuit, enfin complet, non payant, ce qui est différent de gratuit. Mais il vous installe une saloperie qui s'appelle Adobe Gamma, dont le but est de, soi-disant, calibrer votre écran indépendamment, sans sonde de calibration. Voilà. Je ferai une vidéo sur la sonde de calibration. Je n'ai pas pensé à l'amener parce que finalement, c'est pas un étalon, c'est un instrument de mesure. Voilà. Donc ça a été. Enfin bon. Et donc, et cette saloperie est quasiment impossible à démonter, et quasiment impossible à enlever, choses comme ça, à désinstaller, voilà, chercher le mot. Et puis, avec mon système de calibration d'écran, au démarrage, des fois c'est le profil de base de Adobe Gamma qui est pris pour la calibration de l'écran, ou des fois c'est celui du color checker. Enfin, des fois il y a des conflits. Voilà. Bon. Enfin, sous XP, il y avait des conflits. Là, je suis en Windows 7 pour l'autre. C'est vrai que ça ne clignote plus. Enfin, j'ai plus ce souci-là. Mais voilà. Mais bon, j'avais des soucis sous XP. Ce qu'il faut comprendre dans la couleur, dans le traitement de la couleur, dans l'étalonnage d'une manière générale, c'est que on est complètement sur du flou partout, on est complètement sur du mou partout. C'est-à-dire que la lumière qui tombe sur votre sujet n'est pas une lumière étalon de laboratoire, chose comme ça, c'est une lumière naturelle, voilà, et qui peut avoir un peu de rouge. Là, le soleil est en train de se coucher. Il est 8h30, on est le 22 août, et on est 8h30, donc voilà, ça éclaire jusqu'au fond de la pampa. Donc il y a une lumière très chaude. Voilà, je suis en balance des blancs automatique. Bon, moi j'espère que j'aurai la même couleur que d'habitude. Ça, c'est la lumière qui tombe sur le sujet. L'appareil, que ce soit l'appareil photo, va voir la lumière réfléchie par sujet. Je ne suis pas non plus un blanc étalon. Mon polo n'est pas bleu étalon. Mon canapé est loin d'être gris étalon, et ainsi de suite. Bon. La lumière va passer à travers l'objectif. Là, c'est un objectif Sigma sur un boîtier Nikon. Pas sûr que M. Nikon ait fait des profils quand il reconnaît un objectif Sigma. Si votre objectif, quand vous le regardez, il vous donne des reflets colorés, ça veut dire qu'il ne transmet pas forcément toutes les longueurs d'onde de manière identique. Ça va arriver sur votre capteur. Sur votre capteur, il y a les filtres de la matrice de Bayer. Est-ce que le rouge est bien rouge? Est-ce que le vert est bien vert? Est-ce que le bleu est bien bleu? Les photosites qui vont être sur votre capteur, est-ce que celui qui est derrière le vert, il a bien la patate comme celui qui est derrière le bleu, ou des choses comme ça? Normalement, pour les CCD, ils sont lus, c'est décodé après, c'est dématricé après. Mais voilà, est-ce que tous les pixels ont exactement le même rendement quantique, la même efficacité face à la lumière? C'est passé par un convertisseur analogique numérique. Alors normalement, il n'y en a qu'un seul. Mais si vous avez un capteur composé de plusieurs dalles, ce qui est le cas des full frame, eh bien, chaque dalle qui constitue le capteur a son propre ADC et a son propre numérisateur, et envoie ça parce que c'est fait sur la dernière ligne, quoi. Au bout de la dernière ligne, c'est numérisé, c'est amplifié, numérisé, et hop, et c'est envoyé après par voie informatique au microprocesseur. Mais voilà, quoi.
On continue. Votre fichier, vous allez le lire, donc c'est des 0 et des 1, voilà. Et puis le microprocesseur va envoyer à la carte graphique l'ordre d'envoyer telle ou telle valeur pour éclairer tel ou tel pixel de l'écran, et puis ou telle force pour envoyer sur l'imprimante, sur l'efficacité. Alors on va dire que vous avez une imprimante HD d'encre, donc je veux dire, les cocos, là tu m'envoies 0,254 microlitres. Bon, d'accord, oui, bon. Ouais, enfin bon. Et puis votre écran, alors si on reste dans l'écran, il va dire, bah, tu m'envoies, allez, on va dire, vous avez un écran cathodique, tu m'envoies 3 keV, un électron de 3 keV dans cette case-là, et ça devrait faire la bonne couleur, le kiloélectrovolt. Et puis après, le phosphore, est-ce qu'il va émettre bien, et puis après vous avez la dalle, est-ce que la dalle, elle est bien neutre, ou des choses comme ça, et enfin vous voyez votre image, Et si vous l'imprimez, tu vas dire, et le microprocesseur dit, hey Coco, tu m'envoies 0,254 microlitres, qui va dire ça à l'imprimante, et l'imprimante va cracher 0,254 microlitres, en espérant que le trou n'est pas plus étroit, et en espérant que la peinture c'est la bonne. Voilà. Donc vous comprenez bien que entre je déclenche pour photographier ma gueule, et je me vois à l'écran beau, propre, magnifique, ou imprimé en 4 par 3, il y a beaucoup d'étapes. On parle sur des nombres, mais on ne sait pas exactement ce qu'ils veulent dire. Donc du coup, les étalons, que ce soit le Green-Out, que ce soit le Color Shaker, par exemple, ou la Miri T8, eh ben c'est quoi? C'est, va dire, bon ben voilà, tu as un sujet étalon. Alors ce sont des étalons, donc il y a ce qu'on appelle les étalons vrais et les étalons calibrés. Voilà. Et les étalons entre guillemets standards et les étalons calibrés. Parce qu'un étalon devrait être calibré. On est d'accord, voilà, mais oui, c'est un étalon. Un étalon, ça sous-entend qu'on est calibré ou comme ça. Alors, parce qu'on peut vous vendre des étalons non calibrés. Voilà, et donc c'est un autre étalon que je vais vous montrer, qui est une step tablette. Il y a un step tablette et c'est marqué clairement que non, elle est non calibrée. Voilà. Alors je sors les bazars. Bon, j'ai déjà démontré, mais voilà, donc ça existe en 3 tailles. Voilà, alors comme il y a mon nom dessus, que j'ai pas forcément envie que tout le monde sache comment je m'appelle. Voilà, et donc tac, voilà, et donc ce sont des step tablettes Kodak, et c'est marqué spécifiquement que c'est uncalibrated. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et en fait, quand vous vouliez calibrated, eh ben c'était un 4 number différent. Et en fait, il prenait un uncalibrated, et puis il passait dans la machine, qui était elle-même étalonnée, et il mettait numéro de calibration, temps, et ainsi de suite. Voilà. C'est aussi bête que ça. Donc l'idée, c'est on peut acheter des étalons non calibré et en faire votre propre étalon. Vous voyez ce que je veux dire? Étalon interne, c'est ce qu'on appelle en métrologie, ce qu'on appelle l'étalon interne. Et donc du coup, si vous avez des problèmes de colorimétrie, avant de gueuler chez le sous-traitant qui va vous avoir fait votre photo, il faut être irréprochable chez vous. Ça veut dire que voilà, vous avez vu sur YouTube quelqu'un qui a fait une vidéo sur tel ou tel laboratoire, vous avez envie d'essayer, il y a une offre d'essai, un truc comme ça, vous envoyez la photo de votre femme, et puis on vous renvoie, elle est toute violette, elle est toute...
la photo n'est pas belle parce que les couleurs sont pas bonnes, et puis vous dites, bah zut, j'avais une possibilité de faire un test, et puis finalement, le test, ça m'a renvoyé une photo dégueulasse. Mais peut-être que le problème, il est chez vous, et non pas chez le laboratoire. Donc, c'est pour ça que personnellement, je pense que au moins avoir un gris neutre, un vrai gris neutre Kodak, c'est indispensable. Sincèrement, la Miri T8, pour l'instant, comme j'ai toujours pas scanné de diapo, je pense que c'est jamais servi pour l'instant. Mais par contre, je me sers de ces étalons-là, donc les step tablettes, ça je vais vous en parler. Et ça existe en 3 tailles, j'ai les 3 tailles, pour vous dire à quel point je m'en sers. Donc, j'irai plus loin, je les ai en double. Parce qu'au début j'en ai acheté une, et puis quand j'ai vu le prix, ça pique. Même pour une non calibrée, ça pique. Mais quand j'ai vu les économies que je faisais après, quand j'ai commencé à en trouver des sur eBay, parce que la première je l'ai acheté en boutique, parce que comme je vous dis, j'ai commencé la photo en 1981, il y avait, je suis même pas sûr qu'il y avait le Minitel, vous voyez ce que je veux dire, en 1981, donc l'informatique c'était peanuts et ainsi de suite, et donc il n'existait que les livres. Réellement il n'existait que les livres, parce que s'il y avait dans les revues, des revues qui existent toujours aujourd'hui, voilà. J'ai jamais rien appris dans une revue. Si, j'ai appris une chose, c'est que ça coûte trop cher. Par contre, oui, dans les livres, on apprend des choses, parce qu'il y a des livres qui sont bien faits, des choses comme ça. Alors, on va dire, ah oui, mais Coco, comment tu sais que les livres, il est bien fait? En allant à la bibliothèque et en les lisant tous. Bon, enfin bref. Ça n'est pas le sujet de cette vidéo. Et donc, du coup, voilà, donc les étalons, donc vous achetez un étalon. Moi, par exemple, le Color Shaker, je l'ai acheté parce que j'avais un problème sur un boîtier qui n'était pas le Leica M8, qui est cette fois-ci le Sinar i6. Voilà. Je fais des photos de mon Color Shaker, je le passe dans la moulinette, ça me fait ce qu'on appelle le profil d'acquisition, que j'applique à toutes mes photos, et puis... alors effectivement, j'ai acheté un truc cher, mais je fais une photo, avec la lumière qui va bien, et puis ça me corrige les défauts colorimétriques d'étalonnage du boîtier, les défauts colorimétriques éventuellement de l'objectif, du filtre, des choses comme ça, et de la lumière. Alors bien sûr, il faut se rapprocher de la vidéo numéro 9, je ne voudrais pas dire de bêtises, c'est la vidéo numéro 9 où je parle plus spécifiquement de la balance des blancs et des couleurs, mais je donne un aspect pratique prise de vue. Et là, on est à la vidéo 36, donc c'est quand même beaucoup plus loin dans le processus, dans le cursus, où là, on discute méthodologie analytique de mesure. C'est pas du high level, mais c'est du velu, quoi. C'est simple à mettre en place. Vous installez alors c'est simple à mettre en place si votre logiciel... Alors pour être franc, enfin pas pour être franc, mais pour vous dire, le logiciel qui permet de gérer les fichiers RAW de cet appareil photo spécifique a la fonction intégrée d'utiliser le Color Shaker, uniquement un Color Shaker 24 patch, pour faire la balance des blancs. Donc c'est une fonction intégrée. Voilà, donc, le Color Shaker est livré, le Color Shaker Passport est livré avec un CD-ROM, des choses comme ça, qui fonctionne sous Lightroom, qui fonctionne sous Lightroom. Voilà. Moi, j'ai pas Lightroom. J'ai jamais installé Lightroom. J'exècre Lightroom. Toutes les vidéos que j'ai vues, oui, on fait des jolies choses sur Lightroom, mais il y a des choses qui m'énervent, comme ces histoires de catalogage, des choses comme ça. Enfin bon. Et puis j'utilise
à C1, Capture One. Voilà, donc je ne vais pas en plus me mettre à Lightroom uniquement pour ça. Mais bon, j'ai fait un essai ou deux avec le DNG Profile Maker, des choses comme ça, et ça fonctionne. Et voilà, vous faites un truc, et puis vous retrouvez votre profil, vous l'appliquez aux autres photos, et voilà. Mais j'ai qu'un seul boîtier où j'ai de réels problèmes de colorimétrie qui fait que j'utilise ça. Et les sujets que je photographie, j'ai pas de problème de couleur contractuelle ou des choses comme ça. Vous voyez, comme je vends rien, je m'en fous. Moi, j'ai mis un polo bleu parce que ça va bien avec mes yeux, et puis c'est tout. Je ne vous vends pas des polos bleus. Donc si le bleu passe un peu bleu vert chez vous, ou un peu bleu rose chez vous, m'est égal. D'abord, c'est un problème chez vous, c'est pas un problème chez moi. Donc voilà. Donc ça, c'était des étalons qui servent essentiellement, alors d'abord pour l'exposition, pour le gris neutre, et pour la gestion de la couleur pour les deux autres. Alors donc ces autres étalons, donc ça s'appelle des photographiques step tablet, voilà, chez Kodak, et moi je m'en sers de ça pour le noir et blanc. Alors je suis en train de m'apercevoir d'abord que effectivement il commence à être tard, là que je suis déjà à 1250 ISO, ça fait beaucoup. Et ben écoutez, comme c'est des étalons qui me servent pour le labo noir et blanc, je pense que je vous en parlerai dans les vidéos sur le labo noir et blanc et l'argentique, quelque chose comme ça. Donc je vais arrêter ici cette vidéo en vous disant, écoutez, comme d'habitude, soyez court, essayez de comprendre, optimiser. Là, il n'y a pas grand-chose à comprendre, hein, c'est simplement les bases, les bases de sens fondation, des choses comme ça, pas de la photographie. Voilà, au moins pour le gris neutre. On peut très bien vivre sans le savoir, comme M. Prudhomme faisait de la prose sans le savoir, mais vous ne pouvez pas ne pas les utiliser parce que votre appareil les utilise, des choses comme ça. C'est pas forcément quelque chose à avoir pour, je veux dire, si vous avez des photographies aux Zoboval, les pandas, vous ne sortez pas votre charte de gris, voilà. Enfin, je dis une connerie, pourquoi pas, mais bon. Il faudrait vraiment avoir des problèmes sérieux. Mais bon, toujours est-il que c'est bon à savoir que ça existe, des choses comme ça. Moi, hop là, ce petit truc-là, finalement c'est bien pratique. Donc je le trimballe, il est dans le sac photo du Cynar. Dans les autres sacs photo, j'ai pas d'étalon colorimétrique, j'ai même pas de charte de gris ou choses comme ça, parce que c'est rare que j'en ai réellement besoin avec les appareils que j'utilise maintenant couramment. Avec le M8, c'était utile de temps en temps, c'était sympa. Je vous rappelle que quand vous faites la balance des blancs avec la fonction preset dans les musées, par exemple, c'est là, les musées, c'est là où vous voulez discrètement avoir quand même un bon rendu colorimétrique des œuvres. Donc vous avez la fonction balance des blancs preset et le principe, alors là il faut aller chercher dans les feuilles du mode d'emploi parce que Nikon ne fonctionne pas comme Canon, ne fonctionne pas comme Leica, ne fonctionne pas comme Kodak, et blablabla, et toutes les marques. Mais donc il faut le lire, mais le principe c'est que vous allez faire votre photo, faire une photo d'un blanc, d'une zone neutre, en disant à l'appareil, c'est ça la zone neutre, et puis tu adaptes la température de couleur pour toutes les photos qui suivent. Donc dans ce cas-là, avoir un petit carré blanc, un petit carton blanc, ça peut être pas mal. Voilà. Alors c'est toujours le problème entre est-ce que j'achète mon carton blanc pour avoir vraiment un blanc ou est-ce que j'ai trouvé mon couvercle de pizza
de carton de pizza ou de carton de boîte à chaussures qui me semble bien blanc, que j'ai comparé avec mon blanc, un truc comme ça qui me plaît. Et voilà, donc c'est toujours le problème. Est-ce que j'achète un étalon calibré? Est-ce que j'achète un étalon non calibré? Est-ce que je fais mon étalon interne? Enfin voilà. Donc là, ce sont les bases de la métrologie. Si vous voulez faire de la photographie sérieusement, pas sérieusement dans le sens niveau travail, quantité ou choses comme ça, mais sérieusement dans le sens rigueur, dans le sens savoir ce qu'on fait, tôt ou tard vous y viendrez. Tôt ou tard vous y viendrez parce que tôt ou tard vous imprimerez des photos, vous sortirez des photos sur support papier, que ce soit vous qui le faites, que ce soit en interne avec l'imprimante que vous avez achetée ou chose comme ça, ou que vous sous-traitiez à un sous-traitant, vous serez confronté à un moment donné au problème. Tant que vous restez sur Instagram et Facebook à sortir vos photos, 99,99% des gens qui regardent les photos n'ont pas d'écran calibré. Donc si vous dites je la trouve trop claire et que vous êtes sûr que votre écran est calibré et que vous êtes sûr que votre photo est bien exposée, vous dites bah Coco, calibre ton écran, hein, voilà. Et puis voilà. C'est le seul moyen de réellement. Et puis si tout le monde vous dit bah, tes photos sont trop claires, tes photos sont trop claires, tes photos sont trop claires, et que vous les voyez bien, c'est que peut-être votre écran n'est pas calibré et que il est trop sombre ou chose comme ça. Enfin voilà. Donc ceci conclut cette vidéo numéro 36 sur les étalons. Alors normalement, pour l'instant, je pense que je n'ai rien oublié. Si vous oubliez quelque chose, mettez-les dans les commentaires. Comme d'habitude, hein, je lis les commentaires. De toute façon, pour l'instant, ça ne me prend pas beaucoup de temps à lire les commentaires, vu qu'il n'y en a pas. Et et je me renseignerai. Je verrai, parce que si je n'en ai pas parlé, c'est que je ne le connais pas. Donc si je ne le connais pas, ça veut dire que j'ai une lacune, et donc il faut que je regarde ça, et ainsi de suite. Donc je le prendrai pas mal. Et donc du coup, soyez éco hein, pour essayer de comprendre, optimiser, faites des images, faites des images réelles, des impressions, des photos, des tirages, voilà. Et après, vous verrez si vous avez ou non besoin d'étalons. Sur ce, bonsoir.